La France vient de loin. C'est un pays dont l'histoire s'enracine dans les siècles. On pourrait dire les millénaires. Donc il est peu probable que la France soit finie. Le titre est un peu provocateur, mais il est vrai que la France a beaucoup douté d'elle-même. Le XXe siècle est un siècle où elle a failli mourir à 2 reprises. La guerre de 1914-1918, où elle a laissé 1 500 000 de ses garçons. Et puis juin 1940, qui est un effondrement sans précédent dans l'histoire de la France. Donc certains ont été tentés de penser que la France était sortie de l'histoire. Le maréchal Smuts, l'homme d'État sud-africain, a d'ailleurs dit pratiquement le 17 ou le 18 juin 1940, « Finis Francier ». C'est le titre d'un de mes chapitres. C'est la fin de la France. Et si vous regardez la conception de Jean Monnet, qui a conçu la construction européenne à partir d'un grand marché et d'une commission européenne, qu'on a pu appeler aussi haute autorité dans le cadre de la CECA, c'est une mécanique qui a pour but de marginaliser les nations, les souverainetés nationales, puisque le monopole de la proposition appartient à un aréopage de 6 personnalités qui, par conséquent, ont l'initiative des textes. Et au départ, c'est dans le domaine économique, mais peu à peu, ça va envahir l'ensemble. Donc on est en face d'une énorme superstructure qui s'est constituée au fil du temps avec ce monopole donné à la Commission, monopole de la proposition. Ensuite, c'est entériné, et puis la Cour de justice intervient, elle reconnaît à ces directives un droit d'application directe. Elle secrète elle-même une jurisprudence envahissante avec un droit européen dont elle déclare en 1964 qu'il est supérieur aux droits nationaux. Personne ne s'en avise parce qu'à l'époque il s'agit de faire d'épicerie, si je puis dire. Mais peu à peu, l'idée de la supériorité du droit européen sur le droit national va s'imposer. Donc, la France est aujourd'hui, je dirais, engluée dans un système où les décisions lui échappent par le fait qu'elle a consenti de très larges délégations de souveraineté. À vrai dire, c'est même plus que des délégations de souveraineté, parce que c'est une mécanique qui a sa vertu propre, si je puis dire, et qui ne s'arrête pas à des bornes préalablement définies. Donc, cette construction européenne a pris un tour particulier dans les années 80. À ce moment-là, triomphe le néolibéralisme dans les pays anglo-saxons, Thatcher, Reagan, et l'acte unique transpose au continent européen les dérégulations caractéristiques du modèle anglo-saxon. Ça va être... il s'américanise si vous voulez, en tout cas ça va même plus loin que l'américanisation, parce que la libération des mouvements de capitaux à l'égard non seulement des pays membres mais aussi des pays tiers, y compris des paradis fiscaux, c'est la porte ouverte aux délocalisations. Et ce capitalisme des firmes multinationales, c'est un capitalisme dont on peut penser qu'il est d'abord américain, mais en fait il est un capitalisme à l'échelle du monde. Il est mondialiste, il est attiré par les pays à bas coût, il met en concurrence les territoires, il développe l'appareil de production dans les pays à très bas salaire. Un capitalisme un peu débridé. C'est un capitalisme qui n'obéit plus à aucune espèce de règle, et où en particulier le secteur financier va acquérir un poids prépondérant, où le capital financier, à travers les fonds d'investissement, à travers les salles de marché, les grandes banques, va dicter sa loi. C'est la théorie de l'acquisition de la valeur pour l'actionnaire, c'est la dictature de l'actionnariat, et c'est le transfert d'une partie importante de l'appareil de production des vieux pays industrialisés vers des pays à très bas coût ou à fort potentiel de croissance. Par exemple, la Chine, bien évidemment, qui devient l'atelier du monde, mais qui est plus que l'atelier du monde, qui aujourd'hui forme chaque année 700 000 ingénieurs et chercheurs, c'est-à-dire plus que l'Europe. Donc, nous sommes dans une situation où vous me posez la question de l'avenir de la France. La France est évidemment dans l'Europe. Et je ne suis pas contre l'Europe, mais je suis contre la superposition
à l'idée européenne d'un logiciel néolibéral à travers l'acte unique, qui par lui-même était assez incompréhensible pour ceux qui l'ont voté, dont j'étais, puisque j'étais membre du gouvernement qui l'a négocié. Donc on a vu arriver un matin au Conseil des ministres 300 pages que personne n'a consultées, donc on a demandé de l'approuver. Et 2 années plus tard, la majorité, qui était à l'époque majorité de droite, a ratifié ce traité de Luxembourg, appelé aussi acte unique, sur la base duquel on a pris plus de 300 directives d'application de 1990 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on prend dans le domaine, par exemple, de la libéralisation du secteur de l'énergie, des services publics, des directives qui s'appuient sur le socle juridique de l'acte unique, qui en fait est l'acceptation du cadre néolibéral par l'Europe tout entière. Alors ça arrangeait peut-être Mme Thatcher, ça arrangeait moins sans doute M. Kohl, mais il l'a accepté. Ce qui est curieux, c'est que les socialistes, eux, ont fait ce pari pascalien que j'évoque dans mon livre. Pourquoi ont-ils parié sur l'absurde? Face à la démission de nos élites qui ne croient plus en France, vous en appelez à la réappropriation par la gauche des valeurs républicaines et vous en appelez aussi à un accord de peuple à peuple entre la France et l'Allemagne. Est-ce que vous pourriez préciser ce dernier point ? Je pense que les peuples ne se laissent pas facilement déposséder de leur souveraineté. Même aujourd'hui, une fois faite sa réunification, l'Allemagne est très attentive, à travers la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, à ce que des décisions ne soient pas prises qui contrarient sa constitution et ses intérêts fondamentaux. Donc l'Allemagne défend ses intérêts nationaux, il faut en être tout à fait conscience. Le rapport de force en Europe a changé. Nous ne sommes plus à l'époque où la France dominait l'Europe, ce qui était encore vrai au début des années 80. L'Allemagne était alors divisée, c'était la guerre froide. Aujourd'hui, l'Allemagne est réunifiée, la guerre froide est pour toujours derrière nous. L'Europe elle-même, je dirais, s'est élargie aux pays de l'Est. L'Allemagne est en position centrale. Donc aujourd'hui, le numéro 1 en Europe, comme le disait le chancelier Kohl, c'est l'Allemagne. Et elle le fait sentir, elle défend ses intérêts. Le pacte de compétitivité Merkel-Sarkozy, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, M. Sarkozy a cru bon d'endosser ce pacte de compétitivité, c'est une certaine conception du gouvernement allemand actuel de l'avenir de l'Europe, une politique d'austérité à perte de vue, l'interdiction des déficits budgétaires dans la Constitution, le recul automatique de l'âge du droit à la retraite, le décrochage salarial, partout des plans de rigueur, pas seulement dans les pays d'Europe du Sud, mais même en Italie, même en France, même en Allemagne. Donc une perspective très différente de la perspective américaine, qui est une sortie de la crise par le haut, par la croissance, il faut le dire aussi par la planche à billets, hein, mais la politique de la Banque Centrale Européenne est tout à fait différente de la politique du Federal Reserve Board, de la Banque Centrale américaine. Alors pourquoi avoir fait ce choix ? C'est la question que vous me posiez, ce pari sur l'absurde, hein, credo quia absurdum, disait Pascal, je crois parce que c'est absurde. Alors je ne pense pas que c'était le raisonnement de François Mitterrand, plutôt c'était une forme ironique d'expression de ma part, de la même manière que Pascal invite les non-croyants à parier sur l'existence de Dieu, car ils gagneront tout, et au fond ne perdront rien, car qu'est-ce que c'est qu'une misérable petite vie terrestre à côté de l'infinité de vie heureuse que représente la vie éternelle, quoi. De la même manière, François Mitterrand dit, mais par rapport à la misère des nations telles que 2 guerres mondiales l'ont révélé, moi je vous offre l'Europe qui va vous protéger, qui va vous donner la chance de faire croître vos économies, la chance d'une plus grande prospérité, la chance de faire reculer le chômage. C'est le discours qu'on a bien entendu au moment du référendum sur le traité de Maastricht. Et bien voilà, aujourd'hui on a le résultat, on a la crise de l'euro, on voit que tous les pays ne sont pas bâtis sur le même modèle, qu'ils sont très différents du point de vue de la structure économique, du point de vue des politiques suivies, du point de vue des repères, et par conséquent on a des tensions qui deviennent insupportables. On voit que la fin du système de l'euro est là. Que faire ? Si on en reste au niveau de l'euro, il faut changer la perspective et changer les règles du jeu. Changer la perspective, substituer la croissance à la récession, à la régression, à l'austérité,
par exemple, procéder par une relance salariale ou par un emprunt européen, qu'il faudrait d'abord que les textes européens permettent, parce qu'ils ne le permettent toujours pas. Jacques Delors en parlait déjà en 1994, ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait parce que les textes ne le permettent pas et que l'Allemagne n'en veut pas. Parce que l'Allemagne ne veut plus payer pour les autres. Enfin, elle n'a d'ailleurs jamais vraiment payé pour les autres, sauf pour les Länder de l'Est. Mais elle considère qu'elle a beaucoup payé, c'est vrai. L'Allemagne de l'Ouest a sorti quelques 100 milliards d'euros par an pendant une bonne quinzaine d'années pour mettre à niveau ces Länder de l'Est. Et elle n'a pas envie de continuer avec la Grèce, le Portugal, l'Irlande, l'Espagne, que sais-je encore. Donc il y a une réaction qu'il faut aussi comprendre. Naturellement, il y a en Europe des degrés différents de solidarité. Et l'Europe ne représente pas une solidarité aussi puissante que celle qui peut exister à l'intérieur de chaque nation. À l'intérieur de chaque nation, il y a un budget important, il y a des règles au niveau de la sécurité sociale, bref, il y a une solidarité effective, politique d'aménagement du territoire, etc. Mais au niveau de l'Europe, le principe qui a été posé par le traité de Maastricht, confirmé par Lisbonne, c'est la responsabilité de chaque État et l'interdiction des transferts financiers. Et il a fallu forcer la main à Mme Merkel pour lui faire admettre le principe d'un fonds européen de stabilité financière. Et aujourd'hui, elle pose ses conditions pour que succède à ce fonds provisoire, en 2013, un mécanisme européen de solution des crises. Elle souhaite que ça se fasse par restructuration des dettes, par l'abandon, notamment par les fonds d'investissement et les banques, d'une partie de leurs créances. Évidemment, ça ne passe pas facilement. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? Donc relancer la croissance. Quels sont, je dirais, les autres axes de votre plan pour reconsolider cette Europe? On pourrait par exemple prendre le modèle du Federal Reserve Board et donner à la Banque centrale la mission non pas seulement de lutter contre l'inflation, mais de contribuer à la croissance et à l'emploi. On pourrait l'autoriser à racheter les titres de dette sur les marchés financiers, ce qu'elle a fait marginalement. Mais on pourrait lui donner, je dirais, les possibilités que la Banque centrale américaine exerce à plein pour permettre à l'Amérique, aux États-Unis d'Amérique, de sortir de la crise plutôt par le haut. Le taux de croissance américain est de 3%. Le taux de croissance dans la zone euro est de 1,5%. Enfin, il est notablement plus faible. Donc, est-ce qu'on est capable de changer notre perspective, de changer les règles du jeu? Et ça passe évidemment par une prise de conscience, par un rapport de force. Je pense que le seul pays aujourd'hui qui peut faire entendre raison à l'Allemagne, parce que je crois que c'est la voie de la raison, c'est la France, s'appuyant autant que possible sur les autres. Mais il y a un mûrissement des consciences qui est nécessaire, et je pense que c'est à ça que servent les débats électoraux. C'est à faire lever le niveau de conscience. Il va y avoir des élections générales en France, en Allemagne et en Italie en 2012-2013. Donc c'est quand même l'occasion de tordre le bâton dans l'autre sens, comme disait Lénine.